Bonjour, bienvenue à Iowa 80's World Largest Truck Stop. Iowa 80, la plus grande aire de repos pour camions du monde. Ça sonne pas très stylé en français, mais c'est un endroit qui a l'air assez impressionnant en vrai. Ah ouais. Je rentre et qu'est-ce qu'on observe? Un magasin de souvenirs géants. Enfin, c'est vraiment une station-service, mais juste en plus, avec tous les rayons qu'on aurait dans une station-service classique. Mais ils ont aussi un food court avec certaines grandes enseignes. Ils ont un Pizza Hut, ils ont un Wendy's. Je me suis lancé le défi de traverser les États-Unis d'est en ouest en 7 jours. 7 jours, 7000 km, c'est pas facile. Départ du jour 4, 12 187 km au compteur. Nous sommes aujourd'hui à la moitié du voyage et après avoir visité entre autres Salem, Prout School et la ville fantôme de Gary, on se retrouve pour une étape clé du voyage. On va déjà s'arrêter prendre un petit déjeuner dans un endroit iconique avant de se diriger vers la ville de Sioux City, une ville, vous allez le voir, très riche en histoire. Allez, petit fun fact à propos de cet endroit, il a ouvert en 1964, donc il fête ses 60 ans. Et depuis l'ouverture, il n'a jamais fermé. C'est ouvert 24 heures sur 24. Avant d'explorer ce lieu et puis aussi de partir vers de nouvelles aventures, laissez-moi prendre un petit déjeuner. J'ai quand même dormi 7 heures hier soir contre 4 les nuits d'avant. J'ai choisi d'aller à Caribou Coffee pour prendre un petit bagel. C'est les trucs les moins sucrés qu'on trouve en général. Regardez-moi ce bagel. Bagel blueberry, toasté, il est chaud, un petit peu craquant, avec de la crème à l'intérieur. Il n'y a pas grand chose que j'aime en truc sucré aux États-Unis, c'est toujours trop sucré, mais ça c'est incroyable. Petit bilan quand même parce qu'on est bientôt à mi-étape. On a vu tellement de choses, j'espère que vous avez regardé les vidéos précédentes. J'ai emmagasiné tellement d'informations, je me suis créé tellement de souvenirs en 3 jours, c'est fou. Là on est, vous l'avez vu, dans l'Iowa, on est à Iowa 80, tout à l'est de l'Iowa, et on va finir notre journée tout à l'ouest de l'Iowa en traçant une grande ligne droite de quelques centaines de kilomètres. C'est la première journée où on va pas traverser plusieurs états comme ça, d'habitude on en fait 2-3, là on va en faire un seul. Par contre, mon inquiétude, alors je suis quand même dans les temps que je m'étais imparti, mais si vous regardez sur la carte, en ce 4e jour, je suis assez loin de la moitié du trajet. On se retrouve sur l'Interstate 80, c'est une route clé pour le transport des marchandises aux États-Unis et aussi une route mythique, symbole de longue traversée du pays. C'est sur cette route qu'on a tourné entre autres les films Rain Man, Thelma et Louise, Zombieland et aussi, si vous avez connu, Duel. L'Interstate 80 suit en grande partie l'ancienne Lincoln Highway, la première route transcontinentale automobile aux États-Unis, inaugurée en 1913. Avant ça, c'était même en partie une ancienne route de chariot, connue sous le nom de la route des bœufs, utilisée par les pionniers dans les années 1800. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle traverse le pays depuis San Francisco jusqu'à Teaneck, près de New York, et fait près de 2900 miles. C'est 4667 km et c'est énorme. À titre de comparaison, la plus grande autoroute de France fait seulement 557 km. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Ouais, je sais, il y a plein de camions stylés derrière moi. Vous allez découvrir dans quelques minutes où je suis, c'est assez impressionnant. Quand vous êtes en voyage, comme moi, c'est assez fréquent que vous vous retrouviez connecté à des Wi-Fi publics ou des Wi-Fi d'hôtel, des choses comme ça. Et ce sont des réseaux qui sont très mal sécurisés. C'est pour ça que c'est important de toujours utiliser un VPN quand on est en déplacement, dans un aéroport, dans n'importe où quand vous n'êtes pas chez vous. C'est bien de protéger ces données parce qu'un VPN, ça vous permet de chiffrer vos données et de masquer votre adresse IP. Donc s'il y a des attaques de gens qui vous veulent du mal pas trop loin de vous, vous échappez à tout ça. Et puis aussi, quand vous êtes en voyage, le VPN, c'est ce qui permet de débloquer tout le contenu qui est géolocalisé, ça veut dire qui est accessible que dans certains pays. Exemple le plus fréquemment cité, Netflix. Si vous voulez continuer de regarder vos séries quand vous êtes à l'étranger ou au contraire découvrir le catalogue complet de toutes les plateformes, Netflix, Disney+, Hulu, etc., vous pouvez. Vous pouvez aussi faire croire que vous êtes dans un pays étranger pour éviter la censure par exemple qu'il y a dans certains endroits, ou pour regarder du contenu qui est payant chez vous et pas chez d'autres. Petit exemple, comme ça au hasard, la Formule 1 en Belgique, payant en France, pas payant sur les chaînes belges. CyberGhost VPN, c'est vraiment pas cher. Si vous prenez l'abonnement pour 2 ans, c'est à peine plus de 2 € par mois. Et en plus, vous avez 4 mois d'abonnement offert. Et puis le service est vraiment au top, avec service après-vente en français 24 heures sur 24. Vous avez aussi, et c'est très important, une période d'essai. Vous pouvez installer pendant plusieurs semaines CyberGhost, l'essayer, le tester. Si ça vous plaît, vous le gardez. Si ça vous plaît pas, vous passez à autre chose. Mais il y a très peu de chances que vous vous en serviez pas dans la vie. Merci à CyberGhost de sponsoriser cette vidéo. On se retrouve tout de suite dans l'Iowa. Ils vendent des homes 136 $. C'est pas si cher, 100 balles. T'as vraiment envie d'acheter beaucoup de conneries quand t'es aux États-Unis et je vous assure que si j'avais un peu plus de place dans ma valise, est-ce que ça rentrerait pas? Ça passe ça, non, dans la valise si je mets les chaussettes à l'intérieur et tout? Oh, par contre, c'est lourd. Oh, c'est très lourd. C'est une catastrophe. Ils ont mis une espèce de graisse sur les casques pour leur donner un aspect luisant. J'en ai plein les mains maintenant. J'ai très peur de dépenser beaucoup d'argent dans cet endroit. Je pensais que ce serait que des trucs claqués de station-service. Il y a vraiment des trucs sympas en vrai. Pour refaire sa déco là, mais
mec, waouh, le camion, il est stylé de fou. Bon là je passe dans la partie tuning, je pense pas qu'il y ait trop de trucs intéressants, c'est pas... Oh mais c'est trop bien ça. Attends, c'est les pommeaux de vitesse. Oh ils sont incroyables. Oh mais là aussi. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va m'intéresser ici, mais il y a Super Truck Showroom. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est stylé, c'est beau, j'adore ça. Je trouvais pas qu'ils ont un style de fou les camions américains. Moi j'adore. On ira peut-être voir les vrais camions tout à l'heure dehors sur le parking. Il y en a vraiment beaucoup, évidemment. Il y a deux sortes en fait de camions. Il y a les nouveaux qui ont des formes un petit peu plus arrondies et les anciens comme ça qui sont carrés, qui ont l'air énervés. Wow. J'ai l'impression qu'on peut monter à l'intérieur. Enfin, en tout cas, personne ne me dit rien jusqu'à maintenant. Je me suis éclaté le genou. Wow, la porte comme elle est pas solide. C'est quoi cette porte? Wow, ce tableau de bord, mais c'est quoi? C'est un tableau de bord de la NASA, ça. Bon, je vais pas trop toucher. Derrière, il y a le lit là. Je vais essayer de m'allonger juste pour voir la longueur. Oh mais ouais, large, large. J'ai encore 40 cm là et 20 cm à mes pieds. C'était ma première fois dans un camion américain. Je suis premier degré, vraiment content. La taille que ça fait, regarde, la calandre, elle est plus grande que moi. Le radiateur, il m'arrive au-dessus de la tête. Il faut que je fasse vraiment attention au temps. Il est 10h moins le quart. Il faut que je m'échappe de cet endroit. En vrai, c'est pour les truckers. C'est des clignotants, c'est des housses de volant. Ça m'intéresse pas tant que ça sur le principe. Putain, regarde, ils ont des gilets roses. Bon, allez, hop, focus, focus. On regarde ce qu'il y a à faire et on prend la route. Allez, bienvenue aux États-Unis. Ça, c'est le contraste avec le Japon où t'as pas le droit d'avoir un couteau suisse dans la poche. Point américain, évidemment. Là, je peux ramener ça et je peux me balader sur l'autoroute avec ça sans problème. C'est quoi ça? C'est des griffes de... Oh, c'est trop bien. C'est marrant parce que tu sens vraiment que c'est un endroit qui pue la testostérone. C'est des couteaux, des bottes, des boucles de ceinture, des machins comme ça. Mais il y a quand même le petit rayon avec les peluches. Environ 70% des marchandises américaines sont transportées par camion. Cela représente plus de 10,4 milliards de tonnes de marchandises transportées chaque année. Le nombre de camions sur les grandes routes est donc énorme et le pays compte 3 200 000 chauffeurs routiers et ils passent souvent, vous l'avez compris, de longues périodes sur la route. En fait, certains peuvent même parcourir plus de 160 000 km par an, ce qui équivaut à faire le tour de la Terre 4 fois. Pour ce truck stop, c'est donc pas mal de clients potentiels qui sont contents de se ressourcer avec un bon repas et une bonne douche. Ils ont vraiment aménagé tout un truc où les truckers ils peuvent prendre des douches. C'est assez grand, donc tout est fait pour que on puisse vraiment faire pas seulement un break, mais vivre sa vie entre guillemets. On peut manger, on peut se laver, on peut faire son linge. Barbier, chiropracteur, dentiste. Alors il y a vraiment beaucoup plus de choses que ce que je pensais. C'est quoi boiler room, utility room? Je voulais acheter un petit camion en souvenir. C'est $70. C'est un jouet, c'est même pas, il est même pas. Regarde, il est grand comme ça. La barbe à papa. Le cornichon, sérieusement. On est parti d'ici là. On a fait tout ça. On arrive là. Et aujourd'hui, l'objectif c'est d'arriver ici. Oh, c'est le pire temps pour aller voir les camions, donc on va juste passer rapidement en voiture. Vous voyez les anciens camions, là, ce que je vous disais, comme ils ont l'air énervés, les nouveaux ressemblent à ça, les anciens sont comme ça. Ils ont l'air pas forcément méchants, mais agressifs. Moi je me retrouve toujours dans ces situations à courir sous la pluie, c'est insupportable. Un camion de 1903, une vieille pompe à essence. C'est trop bien ça. Et bien écoutez, juste à côté de notre aire de repos, on a le musée du camion qui est rattaché et qui est gratuit. Merde, c'est énorme. Bon, le mini camion, on dirait qu'il vient de Cars. Ah, c'est lui qui a commencé la collection. Merci Bill. C'est quoi ces pneus? C'est des bouchons, c'est du bois. Comment tu roules avec ça, putain? Solid Rubber Tires, c'est des pneus en caoutchouc solide, une option à $500. À l'époque ça devait être hors de prix, $500 c'est énorme. Ça c'est les fourgons blindés de la police pour transporter les... Oh mais what the fuck. Mais c'est incroyable. 1930 Ford S-Snowmobile avec des chaînes derrière. Qui est-ce qui a inventé ça? C'est la plus belle voiture de police du monde. Je la veux celle-là. Comment ça peut coûter un truc comme ça? Enfin, regardez, wow, il y en a tellement. Et ça ne s'arrête pas.
Si ça vous saoule, vous passez directement à la prochaine destination qui est Siouville, hein, sur le téléphone, vous tapez sur le côté droit de l'écran, ça va passer plus vite. Moi juste je suis en plein kiff, là je peux pas m'arrêter de filmer. Un tracteur char d'assaut avec des chenilles, ils ont même les trucs qui vont sur les camions et tout, ça va très loin cette collection. Ce camion a parcouru 1 590 406 miles. Oh putain, ça continue là-bas. Il y a un deuxième hangar. J'aimerais beaucoup connaître la valeur de cette collection, parce que je me dis que rien qu'un camion comme ça doit être plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour certains des plus rares. Mon pauvre, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? On dirait qu'il est triste. Regardez. Oh, à côté de tous ces camions cool. J'ai l'impression que partout où je vais ça n'intéresse que moi, mais quand je suis rentré dans le musée il y avait peut-être 2-3 personnes vers l'entrée et finalement je me retrouve à faire la visite tout seul. Comment ça se fait qu'un endroit aussi stylé, gratuit, ne soit pas plein de monde? Ça me dépasse, je trouve. Enfin, regardez un camion Coca-Cola jaune avec toutes ces bouteilles dessus. Ça fait un mec des petits rideaux. Ils l'ont acheté comme ça et c'est devenu ça. Allez, c'est parti pour Sioux City, la ville des Sioux. 5 heures de route, 500 km et on conduit encore sous la pluie pour la deuxième fois consécutive. C'était trop bien ce musée des camions, je suis vraiment content de m'être arrêté. Ce que j'aime bien moi dans les road trips, c'est quand on observe les paysages, quand on roule avec la fenêtre ouverte, le soleil sur la peau, lunettes de soleil, là on se sent en vacances. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. Petit changement de stratégie en plein milieu de la route. Je viens de faire à peu près 250 km, j'ai roulé 2h30 et je me faisais bien chier. La route qui traverse l'Iowa, c'est les grandes routes, l'espèce d'autoroute qui traverse tous les états. C'est de la grande ligne droite et c'est juste pas intéressant, il y a plein de camions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bifurqué, j'ai pris une petite route sur le côté et je vois les mêmes décors. Il y a beaucoup de fermes, je fais peut-être 1 km de champs et une ferme, des fois une maison, comme lui là par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que comparé à la France, où souvent les fermes sont alors à la campagne, mais pas si isolées que ça, c'est souvent dans un village ou pas trop loin d'un village, là les fermes sont au milieu de nulle part. Je viens de passer dans un village qui s'appelle Jewel, le bijou. Je me suis dit que ça serait bien avec un nom comme ça. Et ben en fait ouais, c'est super mignon, sauf que c'est en train de refaire toute la ville. Vraiment il y a des pelleteuses partout et tout, c'est dommage. Je suis en train de passer dans un petit village. Depuis tout à l'heure j'ai l'espoir de trouver quelque chose à manger. Dans les villages il reste 4-5 personnes qui ont des très grosses maisons. Je pense que c'est des gens qui ont plein de terrain à côté. Et les autres ils sont partis en ville quoi, parce qu'il n'y a rien à faire. Et bien sûr, on n'oublie pas le cimetière de la journée. Il était comme ça en bordure de route. On peut passer dedans en voiture. C'est fascinant leur cimetière, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de délimitation. C'est juste des tombes dans la nature et il y a une petite route qui circule entre. Je suis dans la merde. Ça m'était déjà arrivé aux États-Unis et c'est vraiment chiant. Quand tu mets ta carte de crédit, ils te demandent de rentrer ton code postal. Il te faut un code postal américain. C'est des stations essence que ceux qui habitent pas aux États-Unis ne peuvent pas utiliser. Ouais, le problème c'est que pas beaucoup de villes. Hein. Heureusement que j'ai pas attendu la dernière minute pour mettre de l'essence. Ok, il faut faire la vidange, ça j'ai compris. 94 km. Siouville c'est à 96 miles, 150 km. Vous vous rappelez du fait que American Express a bloqué ma carte il y a 2 jours parce que je l'utilisais trop. Et bah là ma visa passe pas. Putain, c'est un K6 encore. C'est là où la dernière fois ça marchait pas, où j'ai pu mettre que 6 centimes d'essence. Allez, on va claquer 50 $. Voilà, lift here to start. C'est ça que j'avais pas compris sur l'autre pompe. Putain, il faut lever ça pour que ça... Mais quoi? Mais pourquoi ça marche pas? Putain, mais 5e plein du voyage, si je dis pas de bêtises. Et K6 c'est vraiment de la merde. Ça fait 2 fois que je vais chez eux que leur pompe, putain, fonctionne pas. Allez, finalement, j'ai de l'essence et j'ai même de la bouffe. Je vais tester leur mac and cheese au bacon. Ce que j'ai pris la dernière fois dans une autre station essence était tellement bonne. J'ai super faim, je sais pas comment j'ai payé ça. Petite barquette là, ça c'est bon, ça c'est la culture américaine ça. Ah c'est trop bon. Oh c'est incroyable. Ok, K6, vous remontez dans mon estime. Ok, je viens de m'arrêter chez GMC pour faire la vidange de la voiture. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent faire la vidange. La mauvaise, c'est qu'ils sont fermés.
Il ferme à 8 h, mais le service de réparation ferme à 5 h. Donc je ne peux pas faire la vidange. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent le faire demain matin. La mauvaise nouvelle, c'est que demain matin, je serai déjà loin d'ici. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il m'a dit que la voiture pouvait tenir quand même 2000 km après que le signal de vidange s'allume. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai encore 4000 km à faire au moins avant de la rendre. Regardez ce que j'ai trouvé. 1 heure plus tard, un nouveau Casey's General Store. Ils ont pas de mac and cheese, mais la fille elle a dit qu'elle pouvait m'en faire. J'en ai demandé 2, ça va prendre 6 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont en connerie là? M&M's Peanut Butter Mega, Snickers Peanut Butter, Twix Cookie Dough, Twix Salted Caramel. Ça c'est hyper sucré, c'est impossible à manger. Elle vient de me les faire, c'est gentil, mais le fromage il est pas fondu. Ah si, en mélangeant ça va le faire. Ah, c'est toujours aussi bon. Ah, encore le plaisir. When your soul is lonely, sad and blue. Allez, 45 minutes. Ouais, un magasin fermé, deuxième magasin fermé, un troisième magasin fermé, un quatrième magasin fermé. Ah, il est pas joyeux le centre-ville, tout est fermé. Je sais pas s'ils ont prévu de démolir toute cette rue, mais il n'y a pas un commerçant d'ouvert dans tout cet immeuble. Fermé. Oh, un antiquaire, allons voir ça. Ah, il se fermait. Si vous avez suivi les derniers épisodes aux États-Unis, vous avez vu qu'on a vu plein de lieux, tous très intéressants et très différents. On a vu des lieux historiques, on a vu des lieux rattachés à la culture populaire, on a vu des lieux abandonnés. Enfin, c'était super intéressant, mais tous ces lieux, c'était des lieux que j'avais sur ma carte Google Maps et que je prévoyais de visiter un jour. Enfin, je savais qu'il y avait des trucs intéressants. Et je me suis dit, au bout d'un moment dans le voyage, il faut quand même que je fasse des endroits, des villes dont j'ai jamais entendu parler. Et je regarde dans l'Iowa, je vois qu'il n'y a pas grand chose. J'ai juste le truck stop qu'on a fait ce matin comme adresse. Et après, faut que il n'y a rien quoi, c'est des champs, des lignes droites, etc. Et puis je vois Sioux City. Stylé Sioux City, il doit y avoir une histoire incroyable. On est dans le Midwest, c'est les trappeurs et tout, les guerres avec les Indiens. Du coup, je me retrouve dans une ville tout à fait normale, tout à fait classique. Je crois que je me suis garé là-bas, faut que je fasse attention parce qu'avec mon sens d'orientation, on va aller voir cette église. Bon, il n'y a pas d'Indiens, c'est ballot, mais est-ce que pour autant la ville est inintéressante? Eh ben non, la ville est pas inintéressante, il y a plein d'anecdotes au sujet de cette ville et d'ailleurs c'était ce que je me suis dit, je suis sûr que n'importe quel endroit aux États-Unis, d'ailleurs même peut-être dans le monde, hein, a des choses intéressantes à raconter. Alors je fais une petite recherche sur Sioux City et déjà qu'est-ce que je vois? C'est le lieu d'un crash d'avion qui a eu lieu, je sais plus, dans les années 90 ou début 2000, je me rappelle plus, mais j'en avais entendu parler. C'est un avion qui a eu des problèmes en vol, il a été détourné sur l'aéroport de Seauville et il s'est crashé à l'atterrissage. C'était assez connu et ça s'est passé ici. Investigators feel they know why 185 of those on board managed to escape the inescapable inferno. This is the seating plan of a DC-10. Preliminary information indicates those who were killed were in these seats, almost all of them in the front and in the rear, while those who survived were sitting here, mostly in the center section. J'ai vu aussi que pendant la période de la prohibition, quand il n'y avait pas le droit de vendre de l'alcool, Seauville s'était appelé Little Chicago, parce qu'il y avait plein de trafic d'alcool ici. Vous voyez, il y a déjà des petites anecdotes, quand on creuse un peu, on arrive à trouver des trucs intéressants. Enfin, en tout cas, moi ça m'intéresse. Mais c'est pas tout. Public Safety Memorial. It's not how they die that made them heroes, it's how they lived. Waouh. Il n'y a pas grand monde qui se balade dans le centre de Seauville à 7 h du soir. Mais en fait, il n'y a personne parce que la moitié du centre-ville est abandonné surtout. Oh, avec l'aigle là sur le drapeau, putain, on est vraiment aux States là. Oh, il est stylé de fou ce bâtiment. Putain, partout où tu regardes, il y a des trucs incroyables. Justice and peace have met together through... Putain, il impose le mec. On est à la frontière avec 3 États et ça va poser des problèmes pour une raison très simple, c'est que Seauville, historiquement, la première entreprise qui embauche des gens, c'est une entreprise qui confectionne de la viande. J'ai regardé cette entreprise d'ailleurs sur Wikipédia, la liste des procès. Il y a une page Wikipédia qui fait 3 km de long avec tous les procès de l'entreprise. Bref, la bouffe animale, c'est un game. Ce qu'on a vu les derniers jours, vers Détroit, Chicago, etc., c'est ce qu'on appelle la Rust Belt. C'est là où il y avait toutes les industries en rapport avec l'automobile. Et ici, c'est l'agroalimentaire. On l'a vu, il y a plein de champs, mais il y a aussi les animaux, etc. Seauville, c'était la plus grosse ville d'Iowa. Maintenant, c'est la 4e. Pourquoi? Parce que toute cette industrie est en fort déclin. Parce qu'il y a beaucoup de viande qui vient de Chine ou d'Australie, des choses comme ça. Il y a de la concurrence. Et il y a aussi le fait qu'avant, il n'y avait que des blancs ici et qu'il y a plein d'hispaniques qui sont arrivés. Donc, main-d'œuvre moins chère qui fait que les usines ont continué à gagner de l'argent, mais la qualité de vie en général s'est dégradé dans la ville. On est juste à quelques kilomètres, peut-être même quelques centaines de mètres du Nebraska et aussi à côté du Dakota du Sud. On est à la croisée de 3 États.
le Nebraska et le Dakota du Sud ont des politiques beaucoup plus sympas pour les entreprises. Il n'y a pas de taxes déjà sur les revenus, je crois. Donc toutes les entreprises se délocalisent dans les états d'à côté, ce qui laisse Seauville sur le déclin. Comme je le disais, elle est passée de première ville à 4e ville de l'État. Donc il y a vraiment la Rust Belt à l'est où vraiment déclin de l'industrie automobile, tout ça. Ici c'est déclin de l'industrie agroalimentaire et je crois qu'il y a un autre déclin plus à l'ouest, donc je vous parlerai plus tard. Et puis il y a un autre événement historique qui est assez intéressant ici, que j'ai découvert. Ici c'est à peu près la frontière où sont arrivés les Français qui ont colonisé les États-Unis. On le sait, ils ont pris le Canada, ils ont pris une bonne partie des États-Unis, du nord au sud, tout l'est, et après ça bataillait avec les Américains et les Indiens pour savoir qui aurait les territoires, et les Français ont perdu. Et j'ai découvert que cet endroit était vachement stratégique parce qu'il y avait beaucoup de castors, et ça faisait des guerres, et la guerre des castors elle a duré 60 ans les gars. À Sioux City, on est à la limite de ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-France. Les premiers colons français arrivent dans la région au XVIe siècle et contrôlent la plus grande partie de l'est des États-Unis et du Canada. Ils ne sont pas seuls à s'intéresser à ces territoires qui sont disputés avec d'autres Européens, dont les Anglais. La grosse activité économique de la région à l'époque, depuis l'est du Canada jusqu'au fleuve Missouri, c'était la chasse au castor. La peau de castor était l'une des marchandises les plus lucratives en Amérique du Nord. Une seule peau de castor pouvait être échangée contre plusieurs articles de grande valeur, comme des outils en métal ou des armes. Et si les trappeurs piégeaient des castors pour revendre leur fourrure, c'est qu'elle servait à faire des chapeaux. Les hautes formes que l'on voyait en Europe sur la tête de tous les hommes qui habitaient en ville étaient faits en feutre de castor. On appelait ça un beaver hat et c'est resté à la mode de 1550 à 1850. 300 ans quand même, on est loin de la fast fashion. Mais même en sachant ça, on se rend pas vraiment compte à quel point le castor était une ressource disputée. Déjà, on a presque assisté à l'extinction de l'espèce et surtout on a assisté, tenez-vous bien, à la guerre des castors. Une guerre qui a duré 60 ans. La guerre des castors, vous allez le comprendre, a façonné le destin des États-Unis bien avant que le pays ne prenne son nom. C'était une guerre des clans qui a débuté en 1609 et qui opposait principalement les Iroquois, alliés aux Anglais et aux Hollandais, qui faisaient face aux Français et toutes leurs tribus alliées. Les deux camps cherchaient à diriger le marché juteux de la peau de castor en contrôlant les territoires de chasse, les points d'échange et les voies d'acheminement des marchandises vers l'Europe. Et plus la population de castors diminuait, plus les conflits s'intensifiaient, amenant à des batailles sanglantes, des massacres, des déplacements de population et même des épidémies qui ont dévasté les communautés autochtones déjà affaiblies par la guerre. Tout ça pour des chapeaux. Ce conflit très méconnu a eu des répercussions profondes sur la formation des colonies, les relations entre les colons européens et les Premières Nations, ainsi que sur l'évolution du territoire nord-américain. Sans exagérer, sans la guerre des castors, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui aurait pu être radicalement différent. Sioux City. Cet immeuble il n'est pas abandonné, hein. Je vois là il y a des gens qui ont des décorations, là il y a tous les bureaux là. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces gens là pour mériter des statuts? Docteur Suzanne Laflèche Picotte, c'est un nom bien français ça, dites-moi. Native indigène, oh c'est une native américaine, bah elles sont là, ils sont là les natifs américains. Ils sont en statut. Je trouve ça super intéressant parce que finalement on est dans une ville américaine extrêmement classique. Dès qu'on sort, on a la zone commerciale avec les McDo et tout ça. À côté, il y a les zones résidentielles avec les maisons. Bref, il n'y a rien de spécial dans la ville. Mais dès qu'on regarde, il y a plein d'histoires intéressantes et on apprend plein de trucs. Allez, j'ai le ventre plein, du coup j'ai juste à chercher un hôtel, mais je vais me rapprocher un petit peu de la destination de demain qui sera incroyable. Je vous laisse là. En bordure de route, je remercie Cyberghost de m'avoir accompagné toute la journée, de m'accompagner pendant tout ce voyage, de m'accompagner pendant ma vie, pour me protéger, pour me débloquer le contenu géolocalisé. A bientôt, je vous fais des bisous. Regardez les autres vidéos aux États-Unis que j'ai sorties ces derniers temps et les prochaines qui vont arriver, vous allez voir, il y a plein de choses incroyables à découvrir. Bye. On s'arrête ce soir à 13 038 km, je me rappelle plus à combien on est parti, j'ai peut-être fait 800-900 km. Et c'est la première fois que je m'arrête à l'hôtel quand il fait jour, il y a une piscine, j'ai un maillot de bain. Let's go.